nouvelles de l'IA et qui s'est beaucoup, qui est beaucoup intervenu pour dire qu'il y avait un risque existentiel pour l'humanité, etc., etc. Très honnêtement, moi je suis ultra dubitatif. Ce que je vois, c'est que parmi ceux qui disent ça, il y a ceux qui sont parfois un peu en retard dans les recherches par rapport aux entreprises américaines et qui auraient aimé qu'on s'arrête pendant 6 mois. Bien entendu, ça ne s'est pas arrêté. Si les Américains avaient arrêté, la Chine n'aurait pas arrêté. Donc de toute façon, c'était évident que c'était inarrêtable. Et en plus de ça, le danger, c'est que, je pense qu'il est double. Le premier, c'est que ça, à force de se faire peur et de se focaliser sur un truc lointain et dangereux, on ne voit pas des dangers beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, mais beaucoup plus immédiats sur le travail, ou même la santé mentale au travail, parce que c'est bien de dire on va équiper tout le monde avec une IA, mais si c'est pour dire à tout le monde, du coup vous devez être 20% plus rentable, quand vous déléguez une tâche à un collaborateur, vous déléguez aussi un peu la charge mentale qui va avec. Pendant le temps de la délégation, vous n'y pensez plus, et puis quand la personne revient, là vous voyez si c'est bien fait ou pas. Avec une IA, bien entendu, vous déléguez, mais vous gardez quand même la charge mentale. Donc le danger, c'est qu'en termes de santé mentale, certains types d'usages puissent amener à ce qu'on appelle l'hyperproductivité, c'est-à-dire on demande trop aux gens, pas tellement en termes de quantité de travail, mais en termes de stress. Et donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut qu'on soit attentif, mais c'est des petits dangers à court terme que ce Terminator-là nous fait un peu perdre de vue. Parce que forcément, tout ça. Et l'autre côté, le second point, c'est que je pense que ça donne une image assez négative à une technologie dont j'ai quand même bien montré qu'elle avait des limites et qu'il fallait la mettre en œuvre avec précaution, mais qui est avant tout une technologie très porteuse d'avenir. Donc voilà, je suis très réservé. Que pensez-vous de l'application Text with Jesus qui vous permet de parler à Jésus via l'intelligence artificielle? Moi, je parlais déjà à Jésus avant. Et j'avais même l'impression parfois que j'avais une réponse. Mais voilà. Et en plus, il n'y avait pas besoin de Wi-Fi et ça coûtait rien. Mais non, je pense que ce genre d'initiatives sont des initiatives intéressantes. Et c'est vrai que la question, ça va être, pour ça, comme ça a été le cas pour les réseaux, on voit que le pape est hyper présent sur Twitter par exemple, et comment l'Église s'approprie ce genre de technologie. Voilà, celle-là, je ne l'ai pas testée en particulier. Ce qu'il faut voir, c'est justement comment est-ce que ça ne vient pas remplacer, mais arriver en complément d'une démarche spirituelle ou d'une démarche de recherche par ailleurs. Parce que si on a l'impression que finalement, on n'a pas besoin d'ouvrir sa Bible, parce que pour parler à Jésus, il suffit d'ouvrir l'application, là, je pense qu'on risque d'y perdre. Si on se dit qu'on n'a pas besoin de se retrouver entre chrétiens, si on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller parler à un prêtre de temps en temps ou à un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle parce qu'on a la machine, là, je pense qu'on y perd. Si ça vient en plus, là, ça peut être quelque chose de très positif. Que pensez-vous de l'intégration de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la réalité virtuelle et d'autres technologies dans le métavers? Ah oui, vous voyez ce que c'est, plus le métavers, non. Pas tout le monde. Non. C'est un monde dit virtuel au sens numérique, un peu comme ces jeux vidéo immersifs dans lesquels il y a tout un monde qui est créé autour de vous et qui se déploie à mesure que vous avancez, sauf que là c'est pas un jeu avec un objectif et des règles, c'est un monde dans lequel vous pouvez aller interagir avec les autres. Et donc ça a été lancé par la société Meta, enfin anciennement Facebook devenu Meta pour l'occasion. Ça reste quand même une technologie pour le moment qui n'a pas vraiment trouvé de débouché, contrairement à l'intelligence artificielle dont tout le monde a vu tout de suite comment on allait l'utiliser. Ça reste encore à concrétiser. Après, c'est évident qu'on voit quand même un rapprochement de toutes ces technologies, et c'est pas un hasard, par exemple, si Sam Altman, celui qui est le patron de OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, a aussi investi dans une société autour du scan de l'iris et de l'identité numérique, donc en gros qui permet de valider votre identité, de valider que vous êtes humain uniquement avec le scan de votre iris. Donc on voit que petit à petit, il y a des liens comme ça qui se font. Le patron de Tesla qui a investi dans une société qui fait des implants neuronaux pour essayer de connecter directement le cerveau à des machines. Donc
on voit petit à petit toutes ces technologies sont en train de s'imbriquer. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est quand même entre les mains de peu de gens. C'est ça que je pense. Et moi, j'en connais un certain nombre parce que avec la fondation, on est réunis au Vatican une fois par an. Sam Altman, le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google et plein d'autres. Et je pense qu'ils ne sont pas mal intentionnés, mais comme ils ne sont pas très nombreux, le danger c'est que si leur prend une mauvaise vie ou si au bout d'un moment nos intérêts divergent, et là je crains qu'on soit un peu du mauvais côté du marteau. Voilà. Autre question. On peut être certain que les régimes autoritaires ont utilisé ce moyen pour mentir, manipuler, etc. Nos démocraties sont-elles prêtes à se défendre contre ça? Alors, la réponse, malheureusement, c'est pas du tout. Bon courage à ceux qui vont préparer leur examen. Il y en a qui bossent quand même, dans ce temps-là, c'est un peu. Non, mais plaisanterie mise à part, je pense que malheureusement, les démocraties, par définition, sont toujours dans la guerre cyber, on est toujours désarmés. La semaine prochaine, et c'est aussi pour ça que je suis à Montréal, aura lieu au Palais des Congrès le forum InCyber, qui est un grand forum sur la cybersécurité, la cyberdéfense en Amérique du Nord. Et en fait, on voit que malheureusement, les régimes totalitaires ont beaucoup plus de capacités que les démocraties, parce qu'ils réussissent à contrôler beaucoup plus de choses. Moi, ce qui me fait plus peur, parce qu'on voit déjà l'utilisation, ne serait-ce que par la Russie, par la Chine, pour créer des milliers de faux comptes. Ça, ChatGPT vous crée des milliers de faux comptes sur des réseaux sociaux et balance tout ce que. Et en plus, c'est pas des copier-coller de messages, chaque fois c'est des messages un peu différents, donc c'est beaucoup plus difficile à repérer. Donc ça, c'est vraiment un trésor pour comment dire, ce genre de pays. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour repérer et suivre et contrôler. C'est le crédit social en Chine, par exemple, où dès que vous faites quelque chose, vous êtes suivi en ligne, mais aussi avec des caméras, etc. Et qu'au bout d'un moment, la tentation, c'est que ça arrive aussi chez nous. Et moi, je vois, je ne devrais pas le dire, mais à Paris, l'an prochain, il y aura les Jeux Olympiques. Une partie sera en site ouvert, alors que jusqu'à maintenant, tout s'est fait dans des stades, et les stades, on peut contrôler l'entrée. Le site ouvert, par définition, il est beaucoup plus difficile à contrôler. Et ils ont vraiment peur d'un attentat. En plus, maintenant, avec ce qui se passe au Proche-Orient, on peut imaginer que ça va être, le risque est démultiplié. Et la tentation, c'est de mettre des caméras avec de l'intelligence artificielle partout pour essayer de repérer les personnes qui sont fichées comme terroristes dans la foule. Mais si on fait ça, après on n'enlèvera pas. Après on peut repérer les gens dans les manifestations, on va pouvoir savoir qui est allé manifester pour quelle cause. C'est pas déjà la fin de la démocratie. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer notre démocratie? Ça, je pense que c'est un vrai danger. Gros danger. Mais c'est un vrai danger, mais là aussi, la technologie n'est qu'un facilitateur. La question, c'est est-ce que notre démocratie est assez solide? Non. Est-ce qu'on est capable de dire non? Et peut-être que c'est là qu'il faut qu'on soit capable, à un moment, collectivement, de dire qu'on aime cette technologie, mais que tel ou tel usage, on est contre. Oui, ça c'est la dire. Dans un cadre d'entreprise, comment faire la transition de métiers qui vont être remplacés? Quel serait le message à tenir pour ces personnes qui vont être justement mises de côté? Alors, justement, le réseau, il se trouve qu'on accompagne aussi des grandes entreprises en Europe, des gens comme AXA par exemple, dans la mise en œuvre de ces technologies. Et on insiste beaucoup auprès des dirigeants sur la question de l'employabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au moment où les gens sont remplacés qu'il faut se dire zut, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est avant qu'il faut les faire évoluer. Et en fait, moi j'ai tendance à dire, si vous êtes remplacé par un robot, c'est que vous faites déjà un travail de robot. Et donc en fait, peut-être qu'il faut faire en sorte qu'on travaille cette employabilité avant et qu'on dote les personnes, les collaborateurs et les collaboratrices des compétences pour petit à petit prendre en main cette technologie. Ça me paraît fondamental. Vous avez dit au début de votre conférence que des innovations nous amènent beaucoup de progrès. Qu'est-ce que vous entendez par progrès? Alors oui, il ne faut pas confondre l'innovation, c'est ce qui est nouveau, progrès, c'est ce qui est mieux. Et malheureusement, parfois, on a un peu tendance à confondre les deux, à considérer que toute innovation est un progrès. Ce n'est pas le cas, on est d'accord. Il y a beaucoup d'innovations qui, en fait, soit apportent rien de vraiment neuf, soit de façon, en gros, ce qu'on appelle un gadget, soit peuvent s'avérer même extrêmement nocives.
Mais en fait, c'est un progrès, à mon sens, à partir du moment où ça permet de vivre mieux individuellement et collectivement. C'est-à-dire que chaque fois que ça va... La dame n'est pas d'accord. Non, non, non. Je veux dire, la culture, elle n'a pas besoin de toutes ces machines-là. Ça demande de la créativité, ça demande des personnes. Regardez, aux États-Unis, là, Hollywood, là, ils veulent mettre l'intelligence artificielle partout. Ils vont mettre plein d'artistes au chômage. C'est la même chose pour plein de choses, là. En tout cas, je vous dis que je suis pas sûre. Non, mais je ne dis pas forcément pour moi. Non, mais c'est une bonne remarque. Et c'est vrai que la grève des scénaristes d'Hollywood, ça, je pense que c'était autour de ça. Et ils avaient tous des pancartes sur lesquelles il y avait marqué l'intelligence artificielle n'a pas eu de traumatisme d'enfance. Oui. Parce qu'en fait, ce qui était plutôt une assez bonne remarque, c'est-à-dire qu'en fait, on crée à partir de ce qu'on est. Et effectivement, on est d'accord que si c'est créatif, ça n'est pas pour autant un artiste, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais un artiste au sens de quand, par exemple, dans les lettres à un jeune poète, Rilke définit un écrivain, il dit mais l'écrivain c'est celui qui écrit parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'écrire, parce que ça lui fait trop mal, parce que quelque part il a besoin de s'exprimer de cette façon-là. Pour moi c'est ça vraiment de l'art, et ça la machine ne le fait pas, la machine elle, juste, elle peut être là pour, elle peut apporter un élément de créativité. La question, encore une fois, ça va être comment on va articuler, comment on va utiliser tout ça. Bien entendu, mais dans ces cas-là, c'est pas la technologie que vous blâmez, c'est le capitalisme. Parce que finalement, c'est ça. C'est des humains qui décident de remplacer d'autres humains par des trucs qui coûtent moins cher. Comme on a décidé qu'on allait fermer une usine à Chicoutimi pour aller l'installer en Chine parce que ça coûte moins cher. Ben oui, mais c'est exactement le même truc. Mais là, je pense qu'il faut dissocier la critique qu'on peut faire vis-à-vis de la technologie et la critique qu'on peut faire vis-à-vis d'un système économique dans la façon dont elle utilise cette technologie. Voilà, moi parce que cette technologie-là, bien employée, et enfin, on l'oublie quand même, mais c'est Jean-Marc Jancovici, un scientifique en Europe qui travaille beaucoup sur les questions d'environnement et qui dit, mais on a tous le moindre personne, on va dire très classe moyenne, le niveau de vie et un confort nettement supérieur aux élites d'il y a quelques siècles. C'est beaucoup mieux chauffé chez nous, c'est beaucoup mieux éclairé, les soins dentaires sont tout est mieux. Donc en fait, les technologies nous ont apporté infiniment plus. Mais pas partout dans le monde. Hein. Pas encore partout dans le monde, non mais j'entends bien, mais bon, on peut toujours regarder le verre moitié vide en disant que c'est pas partout. Mais ça a apporté quand même, il faut quand même regarder le niveau moyen de vie dans le monde, le pourcentage d'analphabétisme, le taux de mortalité infantile, il baisse quand même dans beaucoup de pays. Ça, il faut quand même le remarquer. Alors, on est loin d'être arrivé au bout du chemin. Enfin, il y a quand même, quand on regarde la situation, et c'est juste les chiffres, de décennie en décennie, alors maintenant, l'espérance de vie dans les pays du Nord-Occident, notamment en Amérique du Nord, elle commence à baisser pour des questions, et on a un médecin ambassade, donc je vais en dire plus, mais pour des questions notamment de l'alimentation, etc. Mais je pense quand même qu'on a tiré énormément de cette technologie. Dire s'il fallait couper du bois pour se chauffer en hiver ici, voilà quoi. Regardons tout ce que ça nous a apporté, voyons aussi ce qu'on a fait où on s'est planté. Pour moi, la modération des réseaux sociaux, c'est un énorme plantage. L'économie de l'attention, avec tout son phénomène addictif, c'est un énorme plantage. Il y a comme ça, il y a des échecs. Mais au milieu aussi de beaucoup de succès. Que pensez-vous du projet Neuralink de Elon Musk? Est-il nécessaire dans notre société? Alors, le problème, c'est que en fait, les technologies, les gens les développent parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils peuvent les développer, et pas forcément parce qu'elles sont nécessaires. Et effectivement, ces technologies-là, en l'occurrence, Neuralink, c'est l'implant cérébral dont je parlais qui permettrait de connecter le cerveau à une machine. Ces technologies-là, elles suivent toujours à peu près la même courbe. Au début, c'est toujours développé pour des raisons médicales. Et là, dans la ligne, ils disent l'idée c'est d'aider les paraplégiques à marcher, c'est d'aider les gens qui ont la maladie de Parkinson, c'est d'aider à soigner Alzheimer. Qui est contre?
là, on va vous dire oui, c'est bien sûr que c'est nécessaire. Je veux dire, moi, ma mère, elle a maladie d'Alzheimer, si on peut la soigner, je vote pour. Hein. Mais généralement, ça, c'est le début de la courbe. Et puis après, une fois que la technologie commence à être mature, vous imaginez tout ce qu'on peut faire au niveau militaire avec ça. Quand on commence à connecter un homme avec son char d'assaut, son hélicoptère, son je sais pas quoi, on peut faire plein de trucs. Généralement, quand la technologie mature, les militaires s'en emparent. Là, ça devient tout de suite beaucoup moins cool. Et puis après, ça arrive au spatial, à l'aéronautique, etc. Et quand la technologie est un peu démocratisée et moins chère, elle entre dans le domaine du grand public. Et moi, je dirais, le début médical, souvent, on en a besoin. La fin, pas forcément qu'on en a besoin, mais souvent, ça nous apporte un confort. Toutes ces technologies qui ont été déployées, elles nous apportent quelque chose. Entre les deux, il y a quand même un ventre mou qui me semble un peu inquiétant. Et la technologie qui consiste à connecter le cerveau, donc en gros, ce qu'il y a de plus central dans notre moi avec un réseau extérieur, moi je pense que c'est à prendre avec de grandes précautions. Est-ce que la conscience de soi réflexive pourrait être une limite infranchissable pour l'intelligence artificielle? Alors ça c'est une super question, et c'est une super question ultra spéculative à laquelle c'est intéressant parce que quand on discute avec la communauté, notamment dans l'IA, il y a ceux qui sont persuadés qu'en fait on va constamment tendre vers une façon asymptotique mais qu'on n'atteindra jamais parce qu'il y a comme une espèce de différence de nature entre l'humain et la machine et que la machine elle ne va ne faire que imiter mais un peu comme singer. Et puis il y a ceux qui sont persuadés, notamment avec les récentes évolutions, et maintenant ça avance vraiment très 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 vite, qu'à un moment, ce ne sera pas un humain, mais ça réagira d'une telle façon qu'on ne pourra plus vraiment distinguer l'humain. Alors est-ce qu'on pourra dire qu'elle a une conscience réflexive ou qu'elle imite cette conscience réflexive? Dans tous les cas, on ne pourra plus savoir si elle est consciente d'elle-même ou si elle n'est pas consciente d'elle-même. Voilà. C'était la petite touche positive pour remonter le bras. Utilisez-vous l'intelligence artificielle pour écrire vos homélies? Non, mais j'aimerais. En fait, je vais vous dire très franchement, le problème actuellement, c'est, je vous disais, c'est les IA génératives texte sont des générateurs de texte qui prédisent le mot d'après. Donc en fait, si tu dis, fais-moi une homélie pour, je sais pas, le 3e dimanche de l'Avent ou quoi, ça va aller chercher les textes et l'homélie, elle sera à propos. Ça ne va pas parler de trucs qui n'existent pas, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité dedans. Donc, une homélie, le principe, c'est qu'après avoir médité sur les textes, je dis, là, je pense que je dois leur parler de ça. Et c'est ça qui va faire mon homélie. Après, je vais parler du reste, mais quelque part, il y a une ligne directrice. Pour le moment, les modèles actuels ne sont pas capables de se fixer une ligne directrice. Donc, en fait, on a des homélies avec une perfection formelle, il n'y a pas de faute, etc. Mais c'est un peu creux quand même. C'est un peu un rhume des tièdes. C'est en vous. Alors peut-être que certains disent que c'est pas pire que l'homélie moyenne. Et peut-être que c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas ça vers quoi il faut tendre. En revanche, Yann Lequin, qui est le patron de l'IA chez Meta, a sorti déjà il y a 1 an un papier assez prospectif, mais un papier scientifique sur la prochaine génération qui serait capable de se fixer un objectif avant de commencer à écrire. Ce qu'on fait tous normalement quand on écrit. Et là, on commencera à avoir des éléments d'intentionnalité, et ça répond un peu à la question de tout à l'heure. On commence un peu à se rapprocher, c'est-à-dire que c'est une IA qui commence à dire moi je dois leur parler de ça. Et à partir de là, qui va composer son texte. Et là, effectivement, je vais gagner plein de temps au niveau des éditeurs. Dans le monde artistique, comment gérer l'éthique du droit d'auteur depuis qu'on a l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est aussi une énorme question. Les États-Unis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, ont commencé à structurer des éléments de réponse. Mais pour le moment, par exemple, ChatGPT a été entraîné sur plein de textes. Et vous ne savez même pas, peut-être que vous avez publié des textes en ligne qui ont servi à l'entraîner. Et vous ne toucherez jamais au droit d'auteur. Et c'est la même chose pour les œuvres d'art, les
photos pour les IA génératives de photos. Ce qu'on est en train de voir justement, c'est qu'on va être obligé de repenser tout un schéma de distribution de la valeur. Parce que maintenant, les choses étaient quand même relativement claires. Dans un film, il y avait un scénariste, il y avait un producteur, il y avait un réalisateur, il y avait un je sais pas quoi. Et maintenant, ça va être beaucoup plus feuilleté. Et petit à petit, je pense que les choses vont se mettre en place. Mais c'est le cas pour la valeur et c'est le cas pour le risque aussi. Si une entreprise utilise une IA générative pour prendre un certain nombre de décisions et que l'IA générative se plante complètement et que ça coûte une fortune, qui paye les pots cassés? Là, c'est aussi des choses qui petit à petit vont se mettre en place. Donc voilà, des deux côtés, c'est en cours. L'intelligence artificielle pourrait-elle dire la messe accompagnée d'un prêtre? Non, si un prêtre. La vraie question qui va se poser, et c'est intéressant, moi ce que je vois derrière cette question un peu spécifique, mais c'est la question de dans quelle mesure on va pouvoir accepter que des fonctions qui semblaient être des fonctions très humaines soient remplacées par des machines. Et au Japon, par exemple, ils ont un énorme déficit de personnel soignant et une population assez âgée. Ils ont commencé à utiliser des robots pour rendre quelques soins dans des maisons de retraite. Et en fait, alors c'est un pays, c'est peut-être le pays au monde, pour différentes raisons sociologiques, qui accepte le mieux le robot. Chez nous, on va construire un croisant avec le pouvoir, parce qu'il est peut-être un peu inquiet. Là-bas, pour des raisons culturelles, ça colle beaucoup mieux. Et malgré tout, on s'est aperçu, ils ont fait une étude que je trouve un peu cruelle, mais ils avaient trois cohortes. Une cohorte avec une infirmière sympa qui venait porter les médicaments tous les matins, une cohorte avec une infirmière qui venait porter les médicaments mais qui avait pour le consigne de ne pas être très sympa. Donc elle portait les médicaments, mais humainement c'était vraiment le minimum syndical. Et puis une cohorte où c'était un petit robot mignon qui venait porter les en disant machin, c'est l'heure de vos pilules, etc. Mais en fait on s'est aperçu qu'il y avait une grande différence dans la déprime ou le moral des personnes qui étaient à la maison de retraite entre le robot et l'humain. Et paradoxalement, même si l'infirmière n'était pas trop sympa, le fait que ce soit un humain qui entre dans la chambre, ça avait un impact. Parce que l'humain reconnaît l'humain et en situation de fragilité. Alors aussi, je me tourne vers un médecin un peu spécialiste de soins palliatifs, donc il pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais je pense qu'en situation de souffrance, on se rend compte que la proximité de nos pères, des autres, de l'espèce, c'est quelque chose qui compte, et même si le robot est tout mignon et tout très drôle, c'est pas pareil. J'espère. Une question très toute simple. Comment fonctionne la machine? Oula. Ça dépend laquelle. Moi, je peux vous expliquer jusqu'à la machine à laver. Là, je pense que ça devient trop compliqué pour expliquer comme ça en public. Alors, on passe à une autre question. Comment responsabiliser les gens devant le développement de l'intelligence artificielle? Ça, c'est une autre bonne question. En France, je suis membre du Conseil national du numérique, donc une instance qui conseille un peu le gouvernement sur les questions de stratégie technologique. Et on a beaucoup travaillé justement sur la formation à l'usage de technologies. Et on se rend compte que malheureusement, et moi je trouve c'est un truc que je trouve assez triste, c'est que la fracture numérique, donc entre ceux qui savent utiliser bien ces technologies, et pas seulement les utiliser au sens tableur au clavier, mais aussi qui vont les utiliser à bon escient, qui vont en faire un bon usage, et les autres, cet écart est paradoxalement en train de se creuser. C'est terrible, et on n'a plus, alors que pourtant, dans un pays comme la France, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la formation, y compris les universités de troisième âge, etc., pour faire en sorte que tout le monde reçoive la meilleure formation, mais malheureusement l'écart se creuse. Et ça, je pense que c'est l'une des inquiétudes, parce que je pense que le seul moyen de dompter un peu cette technologie, c'est de l'utiliser, et de l'utiliser régulièrement. Et pour l'utiliser régulièrement, à un moment, il faut avoir la compétence, il faut avoir la capacité. Et ça, malheureusement, quand on n'est plus aux études, il faut que quelqu'un ait la possibilité de nous le donner. Voilà. Ça ne va pas dans le sens de la démocratisation, là. Mais
malheureusement, on voit que d'un côté, il y a une démocratisation de la technologie, c'est-à-dire qu'elle est accessible à tout le monde, mais paradoxalement, on se rend compte que la plupart des barrières à l'utilisation, c'est pas tant des barrières Maintenant, beaucoup de gens ont un smartphone, ont une connexion Internet, etc. C'est des barrières qui sont liées soit à la connaissance, soit à une forme de crainte. Et ils n'ont pas trop osé l'installer, ils disent oh, on ne sait jamais, etc. Et ça, c'est deux barrières qu'il faut qu'on puisse lever, effectivement. Sinon, c'est une démocratisation partielle. Les GAFA mènent déjà les décisions économiques, politiques des gouvernements. Les adolescents sont déjà prisonniers dans leur cellulaire. Il y a des classes moins instruites, manuelles. Comment ont-ils développé leur discernement? Ben, ça rejoint un peu la question précédente. Oui, juste pour ajouter une chose, parce que c'est vrai qu'il y a des universités, par exemple, qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT. Comme ça, au moins, ils ne vont pas tricher. Alors qu'en fait, il y a de plus en plus de pédagogues qui proposeraient d'utiliser ChatGPT dans la pédagogie. Parce que si vous avez des jeunes, alors là, plutôt pour des enfants, plutôt que si vous devez faire un exposé sur la vie de Victor Hugo, bah, là maintenant ils vont demander à ChatGPT, mais moi ce que j'aurais fait à l'époque, c'est que je serais à la bibliothèque, j'aurais ouvert l'encyclopédie universaliste et j'aurais recopié la vie de Victor Hugo. Non, on a tous fait ça. Donc, ceux qui n'ont pas fait, lèvent la main. Il y a pas vrai. Et ceux qui n'ont pas fait, vous venez voir la fin, il faut pas. Non, mais en vrai, il faut être honnête, on a déjà tous triché, donc là c'est peut-être encore plus facile, mais voilà, simplement, si on utilise, par exemple, ce que proposait Luc Julia, qui est l'inventeur de Siri, et qui maintenant s'occupe de l'IA chez Renault, il disait, mais on proposerait, par exemple, de utiliser ChatGPT pour faire une biographie de Victor Hugo. Et puis ensuite, vous commencez à repérer les erreurs, en fait, une espèce d'enquête, pour essayer de repérer là où elle s'est trompée, là où ça a raconté, parce que de temps en temps, ça hallucine, donc ça raconte n'importe quoi. Mais en fait, en faisant cette enquête-là, vous en saurez beaucoup plus sur la vie de Victor Hugo qu'en ayant bêtement recopié la vie de Victor Hugo dans votre copie. Donc en fait, il y a plein de façons d'utiliser ces technologies, et il faut penser à la pédagogie qui va avec. Quels sont les bénéfices de l'intelligence artificielle? Alors moi, la grande question, c'est les bénéfices pour qui? Parce qu'effectivement, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les grandes entreprises. C'est évident que pour ces entreprises-là, ça va être extrêmement lucratif. Après, la question, c'est de voir comment ce bénéfice-là se partage. Et ce n'est pas un hasard aussi si Sam Altman, toujours le même, le fondateur d'OpenAI, la boîte qui a créé ChatGPT, milite aussi beaucoup pour le revenu universel. Parce qu'il voit bien qu'à un moment, il risque de plus avoir de travail pour tout le monde. Et la question, oui, mais lui, ce qu'il dit, mais peut-être que ça oblige à repenser un peu la société, lui, il dit qu'en fait, les revenus de ces technologies-là devraient aller dans un espèce de fonds souverain, comme il y en a dans certains pays. En Norvège, par exemple, tous les revenus du pétrole vont dans un fonds souverain. Ça ne va pas dans des entreprises privées. Et ce fonds souverain paye les pensions, le fonds souverain accumule de l'argent pour quand la Norvège n'aura plus de pétrole. Et ça, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et lui, il dit, si on avait comme ça une partie des revenus qui aillent dans un espèce de fonds qui soit piloté par le gouvernement et qui ensuite, lui, il a calculé qu'aux États-Unis, ça permettrait d'avoir quelque chose comme $13 000 par an, ce qui n'est pas une grosse somme, et ça fournirait déjà un complément de revenus qui serait donné de façon inconditionnelle à tout le monde. C'est ça le principe du revenu universel. Je ne dis pas qu'il a raison, parce que peut-être que ça pousserait certains à arrêter de travailler et que ça créerait de l'oisiveté ou je ne sais pas quoi, et peut-être qu'il y a aussi des limites, mais peut-être qu'il va falloir qu'on repense notre modèle de société, et un modèle de société dans lequel on gagne seulement son salaire à la sueur de son front, et bien peut-être qu'il a un peu ça. Comment vivre une vie authentique dans un monde qui devient de plus en plus artificiel? Alors, la personne qui a posé la question dit les changements technologiques et le chaos constant que nous vivons chaque jour peuvent nous faire sentir déshumanisés et causent un appauvrissement ou une réduction de l'être humain. Donc, comment vivre une vie authentique dans un monde de plus en plus artificiel? C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre, je pense, où toutes les applications de méditation,
de spiritualité, tous les trucs de se reconnecter, etc., ont plus de succès qu'en Californie. Donc en fait, on se rend compte qu'à un moment, quand on est très gros utilisateur de ces technologies, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour rebalancer l'humain, rééquilibrer l'humain, on a besoin de trouver des contrepoids. Et ces gens-là le trouvent de cette façon-là. Moi, j'aimerais qu'ils le trouvent dans une approche plus religieuse, parce que je pense que c'est anthropologiquement plus fondé et probablement plus nourrissant. Mais on voit qu'il y a quand même une vraie recherche. Et je donnerai juste un exemple. J'ai visité il y a quelques années une école gérée par les Dominicains à Macao, qui est une école, ils appellent ça Paperless School. Il n'y a vraiment aucun cahier, aucun livre, tout est numérique. Et donc ils apprennent, alors ils font tout, et chaque tablette est connectée au tableau, donc en fait vous avez zéro chance de ne pas être questionné. Donc quand le professeur pose une question, chacun répond, et toutes les réponses s'affichent sans le nom, et comme ça, ça évite de pointer ceux qui ont mal répondu, mais ça dit, mais pourquoi un tel a constaté, il y a une réponse différente, vous en pensez quoi? Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais pour être certain que ça ne soit pas désincarné et que ça n'aille pas dans le sens de ce que vous dites, donc tirer le mieux de la technologie mais contrebalancer, en échange, ils ont beaucoup de sport, ils ont beaucoup de sciences appliquées, ils ont beaucoup d'art plastique et ils ont de la spiritualité, donc c'est obligatoire. Et de la musique? Ah ben, ça c'est dans les arts, pas seulement plastiques, mais des arts, et ils ont de la calligraphie chinoise. Parce que on pense que, parce que ils sont chinois à Macao, et on pense que, et pas la calligraphie simplifiée mise en place par le Parti communiste, la calligraphie traditionnelle. Parce qu'on pense que le fait d'apprendre à écrire leur langue et les idéogrammes, ça les reconnecte aussi concrètement. C'est un art autant qu'une capacité intellectuelle. Donc c'est peut-être comme ça qu'il